Aujourd'hui, donc du coup, nous avons notre tata du jour qui, comme d'habitude, va nous parler de son parcours, qui va partager avec nous un peu de son quotidien, qui va tourner autour des affaires réglementaires. Je vous remercie d'accueillir avec d'énormes applaudissements chez vous. Applaudissez chez vous. On les entendra pas, mais ça fait plaisir. Voilà. Marina Gruit. Bonjour Marina. Bonjour. Ça va bien? Ça va? Ça va? T'es contente d'être là? Tout à fait. T'es pas trop stressée? Ça va. Ça va, alors c'est bien. Tu sais détendre. Voilà, tout va bien se passer. Donc Marina, une nouvelle tata, qui va, comme d'habitude, nous raconter pendant quelques minutes son parcours. C'est pas une pharmacienne. Ça fait plaisir. Et fière de l'être. Et fière de pas l'être, du coup. C'est cool. Et puis, tu vas nous raconter comment ton parcours de tes études jusqu'à aujourd'hui t'a amené à faire, entre autres, un peu d'affaires réglementaires. Et puis après, on essaiera de discuter autour de voilà, qu'est-ce que c'est les affaires réglementaires. On vous en a beaucoup parlé dans les lives précédents. Les contraintes réglementaires, le fait que on en a même parlé la semaine dernière en Amélie continu, le fait que le contexte réglementaire pharma pouvait des fois être un frein pour certaines choses et super structurant pour d'autres, etc. Mais maintenant, on va essayer d'en parler un peu plus en détail. Qu'est-ce que c'est que ces affaires réglementaires? Qu'est-ce que c'est qu'une AMM? Comment c'est fichu? Comment on fait pour le changer? Comment on fait pour... voilà, qu'est-ce qu'on dépose dans les dossiers? Qui le fait? Pourquoi? Comment? Mais où est donc Ornicar? Toutes ces questions que évidemment, vous des questions. Comme d'habitude, on commence avec Marina, son parcours. Vous pouvez poser des questions, réagir dans le chat, discuter, faire des blagues, etc., etc. Marina, la parole est à toi. Qui es-tu? Bonjour à tous. Bonjour Marina. Donc, je m'appelle Marina Gruit et du coup, je ne suis pas pharmacienne. Bouh. Mais je suis quand même docteur. Ah, t'es quand même docteur? Eh ouais. T'es docteur en quoi? Donc, je suis docteur en chimie organique. Eh ben, félicitations, je vais dire. Oui. Donc, en effet, c'est pas forcément évident de faire une thèse. Ah, tu m'étonnes. Avec des petits nids d'abeilles et puis des trucs comme ça, pour moi, la chimie organique, ça restera toujours un mystère. J'en ai fait beaucoup en pharma, mais ça restera des nids d'abeilles avec des trucs que je comprends pas. Non, mais justement, j'aimais bien la chimie organique parce que j'avais pas besoin d'apprendre par cœur comme en pharma. Ah ouais, c'est vrai. Il y avait une vraie logique derrière tout ça. Il y avait une petite logique derrière et du coup, j'aimais justement savoir, comprendre un petit peu d'où certaines réactions pouvaient venir et puis comment on pouvait forcément synthétiser certaines molécules. Donc la chimie, ton délire de base, c'est la chimie, t'étais vraiment dans ce monde-là, quoi, à la base. Oui, à la base, pas vraiment, mais oui. Comment t'es devenu docteur en chimie si t'aimais pas la chimie? C'est arrivé, on va dire, au fur et à mesure de mes études. Au fur et à mesure de mes études. C'est plus la pharma qui m'a guidée vers la chimie. D'accord, c'est bien. Parce que j'ai quand même tenté pharma, j'ai fait 2 premières années de pharma, et que je n'ai pas eu. Mais justement, on avait appris beaucoup de choses en chimie et en pharma, et ça me plaisait bien. Et après la pharma, comme j'étais ce qu'on appelait reçu-collé, j'étais on va dire bien classée mais pas reçue, j'ai pu aller directement en 2e année de biologie, c'est licence 2 maintenant. J'avais pris une option en chimie, biochimie, et puis la chimie me plaisait de plus en plus, donc j'ai bifurqué après en licence de chimie, et je me suis après respécialisée en chimie organique, et donc j'ai fait un master, dans le temps c'était DEA, DESS, DEA, en chimie organique. Et donc t'es docteur en chimie, quoi. Voilà, donc classe. à la base je voulais faire l'enseignement, je voulais être chercheur et puis faire l'enseignement à l'université. Donc on m'avait dit il faut que tu fasses une thèse, donc j'ai fait une thèse. Ça parlait de quoi ta thèse en chimie organique? Ma thèse, elle parlait, donc je faisais la synthèse de produits fluorescents pour l'imagerie médicale. Ah bah c'est pas mal ça. Ouais, je m'attendais à ce que tu me dises un truc tellement claqué que j'aurais rien compris, je t'aurais dit ah d'accord. Non, en fait j'avais choisi une thèse assez pluridisciplinaire, je voulais pas que ça soit de la pure chimie organique et que ça, en fait j'avais besoin toujours d'avoir le côté application à côté, c'est parce que j'aimais aussi la biologie, mais j'aimais beaucoup savoir à quoi ça sert en fait. Et puis faire de l'utile. Enfin, si je faisais de la synthèse, c'est pas juste pour faire de la synthèse dans mon labo, il fallait que je sache que c'est utile et potentiellement que ça peut être une
petite graine quelque qui part. t'avançait, tu fais avancer un peu la science, quoi, juste pas... Et donc du coup, en fait, on développait du coup des molécules qui pouvaient être donc fluorescentes, et après on a fait des tests, on travaillait avec du coup l'université de biologie pour qui nous développait des cellules. Donc on faisait des tests dans les cellules, et on travaillait avec l'université de physique, qui était dans le même campus que moi quand j'étais en thèse, et donc qui avait développé sur des imageurs ou sur des microscopes, des gros microscopes et tout. Et donc on allait voir avec le microscope si mes molécules allaient se fixer dans les cellules pour tout ce qui est diagnostic de cancer, pour voir... C'est top ça. Donc c'est là-dessus qu'on avait basé ma thèse, et j'avais même travaillé donc avec beaucoup d'ingénieurs aussi en physique, parce qu'on travaille aussi avec des équipements très... Ouais, tout ce qui est imagerie, quoi. Oui, voilà, ça passe de rayons, de trucs, on faisait tout, on faisait du rayon, on faisait de l'infrarouge, on faisait de l'imagerie microscopique. Donc tu as fait avancer la science. Un peu ? Un peu, mais par contre c'était hyper intéressant, mais par contre pas... En fait, pour faire de l'enseignement à l'université, il faut avoir ce qu'on appelle des publications. Oui. Des journaux scientifiques. C'est la course un peu à la publication. C'est un peu la course à la publication, et moi j'avais pas du tout fait de la publication parce que c'était beaucoup appliqué, mais pas on révolutionnait pas la chimie en fait. Donc on a fait une publication dans un journal qui était très, très général, on va dire, plus pour l'application, mais il n'y avait pas de... j'avais pas... Dans 3 ans de thèse, j'ai sorti qu'un journal en fait, c'était pas énorme. Donc du coup je savais que ça allait être un peu juste pour être recruté à l'université en enseignement, puis les places sont quand même très chères. Mais je me sentais pas encore de trouver un emploi direct après ma thèse, donc j'ai voulu quand même après ma thèse faire ce qu'on appelle un post-doctorat. Les études forever, quoi. Oui, parce que j'avais besoin de choisir un laboratoire, parce que j'espérais quand même un petit peu faire des publications malgré tout. Et donc je me suis dit, je vais quand même... Mais bon, plus ça allait, plus je m'orientais un peu moins vers l'université, déjà par mon tempérament, parce que je me voyais de moins en moins être chercheur, et voilà, j'avais besoin... finalement, j'avais plus un tempérament à travailler en industrie, je le ressentais un peu plus. Du coup, j'ai choisi un post-doctorat je suis dans une université, c'était un genre d'institut de chimie, on va dire, en Allemagne, à Rostock, donc dans le nord-est de l'Allemagne, qui était très réputé, qui est toujours d'ailleurs. Donc je suis partie là-bas pareil, je faisais des molécules qui pouvaient rentrer dans des médicaments. Chez Merck ou chez d'autres. Donc de la synthèse, toujours là pour le coup. Donc là, toujours de la synthèse, mais là, en thèse et même après en postdoc, le type de synthèse que j'avais, c'était à base de catalyseurs. Donc on utilisait des métaux pour faire notre synthèse. Donc c'était aussi dans la partie chimie, plutôt chimie-catalyse d'organisme. Bon, bref. Et donc je suis partie. Oui, ça parle. Et donc je suis partie en Allemagne là-bas. Et puis voilà, pendant un an et demi en tout. Et là, on travaillait, donc on développait des molécules pour Merck à base de platinium. C'était hyper intéressant, des très grosses molécules, en très peu une synthèse très courte, on va dire. Et là, tu parlais anglais toute la journée. Du coup, anglais et allemand. Tu parles allemand, toi? Je parlais. Putain, t'as encore beaucoup de secrets. Hein. Je parlais allemand, j'avais des cours tous les soirs en allemand. Mais j'avoue que c'était plus facile en anglais parce que toutes nos présentations étaient en anglais. On avait beaucoup d'étudiants d'Inde, d'Italie, des États-Unis, enfin bref, qui venaient ici. Et donc du coup, c'était plus facile en anglais. Donc on communiquait beaucoup en anglais. Même pour ouvrir un peu l'esprit, tout ça, discuter avec tous ces gens. Surtout oui, et puis ça faisait vraiment Erasmus, quoi. Non, mais sincèrement. C'était encore un peu étudiante, c'était encore un peu la fête. Et tout, en Allemagne, oui. En plus, ils t'accueillent, ils te mettent dans un logement où il n'y a que des docteurs, que des postdocs. Tu aimes bien faire la fête, c'est pour ça que tu n'as pas arrêté tes études. C'était juste pour ça. C'était une bonne expérience humaine et puis professionnelle, parce que du coup, ça a déclenché pas mal de publications. En 1 an et demi, j'ai fait 3 publications dans des grands journaux. Donc ça, c'était un peu ma petite fierté. T'as raison. Même si ça suffisait pas, ça faisait que 3. Mais, donc tu pouvais pas être professeur quand même, quoi. Non, mais par contre, grâce à ce postdoc, comme je savais qu'il était quand même assez réputé, ce laboratoire, et il travaillait beaucoup avec beaucoup d'industriels, je savais que j'avais une porte ouverte dans les industries, parce que en fait, dès qu'on sortait de cette industrie, on avait tous un entretien chez BASF. C'était d'office. En fait, ils nous recrutaient de là-bas.
BASF, en gros, c'est une grosse boîte allemande qui fait de la chimie pour une des plus grosses boîtes du monde, je pense. C'est ça. En gros. Mais en fait, je me voyais pas rester en Allemagne, donc j'ai refusé de... Trop de saucisses. Ouais, c'est ça. C'est ça, essentiellement. C'est vrai, j'aime pas la saucisse. Mais voilà, mais c'est pour ça. Mais à un moment donné, il faut dire les choses. Et le chou aussi, j'ai mangé trop de chou. Mais voilà. Non, mais du coup, non, envie de rentrer en France. Donc, je suis rentrée en France et puis j'ai trouvé un CDI dans une petite start-up à Mont-Saint-Aignan, qui était une spin-off de l'université de Rouen qui s'appelait Quid. Une spin-off de l'université de Rouen. C'est ça. C'est comme le spin-off dans les séries, c'est-à-dire qu'il prend un personnage d'une série et puis il va dans le monde de l'autre. Ouais, et puis t'as Homer Simpson chez Les Bronzés font du ski, quoi. C'est ça. Et tu essayes de sortir une petite entreprise de ça. Écoute. Ça part de l'université puis tu développes une petite entreprise. Et donc du coup, on a commencé là. Donc c'était une biotechnologie. Du coup, j'étais chef de projet, mais tout en faisant aussi de la synthèse. Enfin, on était une start-up, en fait, tu fais tout. En fait. Et c'est intéressant quand tu dis fais tout, c'est-à-dire que vous étiez combien dans la start-up en tout, quoi, 3 personnes, 20 personnes on était 15, je crois. 15 personnes, ok. Pif à peu près, une bonne dizaine. Et donc du coup, on a même pas 15, je vais dire, entre une dizaine. Et du coup, on a monté la start-up. Enfin, la start-up était là depuis un moment, mais du coup, au moment où je suis arrivée, on se délocalisait, on montait nos locaux à Val-de-Reuil. D'accord. Et donc, du coup, on a construit tous nos locaux on était en face de G&G pour info. On a monté la petite boîte. C'était bien. Quand tu dis que tu faisais tout, tu faisais quoi du coup? Alors du coup, je faisais tout. À part que de la chimie, quoi, mais il y avait d'autres choses. Donc on faisait donc les petites synthèses au labo. Ouais. Mais après, pour faire des synthèses, on avait besoin d'équipements. Donc il fallait contacter les fournisseurs, il fallait acheter les équipements, les négocier, il fallait acheter les matières premières. Donc il fallait être en contact avec les fournisseurs de matières premières. Après, il y avait quoi donc en fait, c'était mon sujet de thèse qui était ressorti. En fait, c'était une petite biotechnologie où on faisait des produits phosphorescents pour l'imagerie médicale. Encore du coup dans le même domaine. Dans la société, il y avait les chimistes qui faisaient les molécules, il y avait l'ingénieur qui développait un imageur optique, et tu avais des biologistes qui vendaient nos molécules aux biologistes pour pouvoir faire le diagnostic de cancer. En fait, pareil, c'était toujours, on avait ciblé, c'était beaucoup sur le cancer pancréas, côlon, des trucs comme ça. C'est cool. Donc, et on avait des brevets, en fait, les brevets qui étaient sortis de l'université de Rouen, et donc on continuait à exploiter pour pouvoir faire vivre et puis l'entreprise. Donc on avait plusieurs brevets, on avait les brevets plutôt ingénierie sur l'imageur, et on avait les brevets plus chimie sur les molécules qu'on développait phosphorescentes. D'accord. Excuse-moi juste, j'en profite pour dire, parce que si on ne dit pas merci, ça ne le fait pas. À Zaz Alexandre, merci énormément pour ton sub qui s'est abonné avec Prime. Qui vient d'arriver, il vient de dire bonjour pour la première fois, il s'est sub et tout ça. Merci beaucoup. Ah mais oui. Merci mec. Excuse-moi Marine, vas-y, continue. Voilà, je sais pas où j'allais. Donc du coup, on faisait tout parce qu'on faisait et la synthèse et donc toute la partie fournisseur, gestion des matières, des équipements, etc. On était chef de projet puisque en fait on travaillait avec différents clients pour vendre les produits, pour suivre les tests. Donc, du commercial aussi, un peu de négo, tout ça ou commercial, c'était plus les biologistes. Nous, on faisait pas trop de commercial, on faisait vraiment suivi de projet, plutôt gestion de projet. Le système qualité, vous aviez un système qualité dans cette start-up? On peut pas appeler ça de la qualité, on peut pas appeler ça un système, mais en tout cas... Je dirais de la qualité R&D, quoi. Un peu de documentation quand même, non? Il y en avait, mais maintenant que je connais pas la qualité, je dirais que c'est plus rosa, quoi. C'est de la qualité R&D, j'appellerais ça comme ça. C'est... on essaye de faire des protocoles de qualif, tout ça, mais c'est pas. Non. Il n'y a pas de l'opérationnel, il n'y a pas de. On fait pas toutes les phases. T'es loin de la prod, d'une prod réelle de comprimés de flacons. Carrément, parce que là, t'es en pré-clinique, je dirais. Enfin, t'es vraiment en amont, vraiment. Oui. Amont, quoi. Oui, ce qui est logique. Donc forcément, tu connais pas les BPF, tout ça. Donc t'es pas encore rentré dans le monde quelque part de industriel pharma tel qu'on va parler un peu après, ou pour le coup, on est loin de la méga structure. C'est là où je voulais en venir en fait. On est carrément loin. Enfin, on est loin, mais en même temps, on apprend certaines choses. Du coup, j'ai même fait architecte puisque j'ai dû faire les plans des locaux de la cathédrale de Val-de-Reuil. Les locaux du laboratoire qu'on a implanté à Val-de-Reuil. Justement, on devait faire tous les plans, on devait savoir où est-ce que venaient tous les flux, l'électricité, les paillasses, on devait tout organiser. Donc là, pour le coup, je me suis amusée à faire les plans.
de notre nouveau labo. Et puis après, on suivait tous les tests. On allait faire les tests dans les industries. On travaillait avec différents laboratoires, Sanofi ou autres. On allait faire les tests sur les souris pour voir si ça marchait. Donc plein de trucs. On n'est encore pas arrivé au réglementaire. Et donc, qu'est-ce qui se passe après? Le réglementaire, non, j'ai juste mis pendant en biotech, une fois j'ai posé une question sur les brevets, je suis devenue responsable brevet. Pareil, il fallait poser une question sur les comptes en banque, toi, tu étais responsable compte en banque. Dès que tu t'intéresses à quelque chose, tu deviens responsable, tu gères tout le process. Donc voilà, donc je faisais les brevets, chef de projet, et je faisais les manips et je gérais les fournisseurs. Voilà, c'était cool, t'en gardes un bon souvenir quand même. Super souvenir, sauf que forcément ça a une fin à un moment donné où la bibliothèque a fermé, on a été tous licenciés économiquement parce que arrivé à un moment donné, quand tu es dans une start-up, tu as beaucoup d'aides, de financement de la région, autre, tu as tout ce qu'on appelle les crédits impôt recherche, sauf qu'au-delà de 7 ans, tu n'as plus de crédit impôt recherche. Ah, donc il faut être autonome financièrement, et en fait, là, c'était pas encore assez... voilà, c'est-à-dire qu'on commençait à développer de nouveaux contrats, mais on avait, je pense, notre directeur a conçu des locaux beaucoup trop grands, c'est-à-dire qu'il avait conçu... C'était toi l'architecte, attends. Mais oui, mais moi j'ai fait dans les locaux, on m'a donné. Après, voilà, 800 mètres carrés avec une boîte de nuit pour faire de la synthèse, on avait dit c'était too much. Salle de squash, mais oui, la salle de squash, on a dit pas la salle de squash. Mais on avait de très belles hottes flux laminaires et tout. Ah, mais ça pourrait faire plaisir à certains, ça. Il y a moyen de faire des trucs là-dessous. C'est super hot, sauf qu'on avait un labo pour 14 personnes, on était 3 ou 4. Ok, ça vivait un peu au-dessus de ses moyens. Ouais, je pense. On s'est fait un peu avoir comme ça, les locaux étaient trop chers et on n'avait pas encore assez d'entrées de contrats. On commençait à bien marcher, mais pas assez suffisamment. Bon, bonne expérience, mais ça se finit comme ça arrive. Voilà, ça s'arrête. Du coup, je me retrouve sur le marché de l'emploi et pas mal crise de l'emploi. assez dur de trouver un emploi en tant que docteur. Il y a beaucoup de docteurs et très peu de postes parce qu'il y a très peu de centres de recherche finalement de R&D. Ouais, c'est un peu une niche quand même, ce genre de métier. Donc il faut limite retourner en Allemagne ou ailleurs. Et non la saucisse. Et j'avais pas envie. Voilà, la saucisse et le chou, et donc on en revient au même. Voilà, donc je suis restée, je me suis dit je vais peut-être me reconvertir et rentrer en industrie comme je veux bien, puisque j'étais déjà en industrie déjà, petite industrie, mais voilà, et donc du coup je me suis reconvertie en gestion de projet, du coup j'ai choisi cette voie-là. Et donc j'ai postulé à un poste en gestion de projet et je suis rentrée chez Val de Farbe comme ça. Donc c'était un petit contrat de 6 mois, et puis comme quoi... Et c'était il y a... 9 ans. 9 ans, ouais, c'est ça. Bientôt 9 ans. Donc tu en fais toujours partie maintenant. Voilà. Un petit CDI de 6 mois, voilà. Donc qu'est-ce que tu as fait de beau dans cette entreprise et donc, depuis que tu as été chef de projet? On n'est toujours pas réglementaire. Non, j'ai fait la Vous avez vu, elle a parcouru plein de choses encore, Maria. C'est encore une fois la preuve de la pluralité des métiers dans l'industrie pharma. Et on peut y arriver par 1000 portes, etc. C'est ça. Et donc du coup, là j'ai géré beaucoup de projets chimie, donc j'ai fait 1 an et demi de gestion de projet chimie, où là j'ai compris vraiment toute l'organisation du site, les différents services qui pouvaient intervenir dans un projet, la production, la R&D, tout. Et puis à la fin du CDD, du coup il n'y avait pas de poste qui s'ouvrait, ils n'avaient pas la possibilité d'ouvrir un poste en CDI à ce moment-là. Du coup, de nouveau en recherche d'emploi, et en fait ils avaient un poste en interne ils ouvraient un poste en interne, c'était une ouverture de poste, une création de poste en tant que responsable assurance qualité réglementaire et projet pharma. Ah, c'était réglementaire et projet. Ouais, réglementaire et projet pharma. Ok. Et donc dedans ils mettaient un peu... À la base ils voulaient créer un réglementaire qu'ils n'avaient pas en pharma. On avait des réglementaires en chimie pour faire tout ce qui était principe actif, mais pour les médicaments ils n'avaient pas de service réglementaire. On va savoir que c'est, juste pour vous situer, c'est une entreprise de sous-traitance qui fait en même temps des API sur une partie de l'usine, donc des principes actifs, des matières premières à usage pharmaceutique, et sur une autre partie de l'usine qui fait du médicament stérile, en flacon essentiellement, on va dire. Voilà. Parce que le contexte est important pour ce que tu veux dire après aussi. C'est vrai. Et donc du coup, moi je travaillais sur la partie API, principe actif, gestion de projet principe actif. Et donc du coup, là, ils ouvrent le poste de responsable réglementaire et projet
du coup pharma, enfin produits médicaments pharmaceutiques. Et donc du coup je postule parce que je commence à regarder le poste et bon c'est sûr j'avais pas les compétences réglementaires mais j'avais vraiment toute cette notion déjà de connaissance de toute l'organisation du site. De toutes les interactions des différents services, j'avais toute la partie projet parce que du coup ça tu connaissais bien du coup. Voilà, côté pharma il y a des différences certes mais les 3/4 sont quand même communs. Il y a juste le portefeuille projet client qui change, enfin produit et client qui change mais bon ça s'acquiert assez vite. Le processus de projet il est censé être, enfin il peut être quasiment équivalent. Ouais, il était quand même assez proche malgré tout, il y a quand même pas mal de choses communes. En tout cas pour tous les services communs, les docs communs. Et puis j'avais les compétences de gérer plusieurs portefeuilles clients et projets en même temps en fait. C'est surtout ça. Et côté pharma en fait, ce poste-là, il souhaitait vraiment quelqu'un qui gère tout le portefeuille réglementaire des clients. C'est-à-dire que c'était les clients qui possédaient leur propre dossier réglementaire et en fait on devait gérer leur dossier sur le site et faire l'intermédiaire entre finalement tout ce qui se passe sur notre site et leur dossier et faire l'intermédiaire, les aider à monter leur dossier, les aider à soumettre leur dossier, à les revoir, à faire les études d'écart entre nos pratiques et leur dossier. Donc, on va revenir, on va faire juste une mini pause pour expliquer aux gens. Alors quand tu dis, on a des clients, donc comme je disais, c'est une société de sous-traitance, donc ça veut dire que le site fabrique des médicaments ou des API pour le compte de clients. C'est ça. Ces clients, ils ont des dossiers d'enregistrement qui sont des dossiers d'AMM, qui soient des AMM pour la pharma ou la chimie, ça reste des dossiers d'AMM. Ça s'appelle pas comme ça, mais c'est des dossiers réglementaires, voilà, ça s'appelle DMF pour les API. C'est des Drug Master File. Voilà, Drug Master File. Qui est l'équivalent du dossier d'AMM pour la pharma. Ouais. Et en gros, ces dossiers, soit alors ils existent déjà parce que ton client il fabrique son produit ailleurs et il vient te le transférer dans ton entreprise, soit alors il n'existe pas. Je ne sais pas si ça arrive, mais bon, si ça peut arriver. Il n'existe pas encore. Et du coup, tu vas être entre guillemets le premier site à déposer le dossier d'AMM. Et dans ce dossier d'AMM, en partie, il y a le process. C'est pour ça que tu dis il faut qu'on peut avoir des écarts entre guillemets entre l'AMM tel qu'il a été défini sur un site X ou Y et sur le site dans lequel toi tu veux le transférer, où on doit adapter des choses ou carrément remplacer des choses parce que des fois voilà, et avec moyennant des variations de dossiers, on en parlera un peu après. Ça. Mais en gros c'est comme ça que ça fonctionne. Si vous avez des questions dans le chat, n'hésitez pas. Parce que moi je fais le malin, mais je vais pas faire le malin longtemps d'un point de vue affaires réglementaires. Vas-y. Comme. Si tu as des questions. Ah oui, si tu as des questions, n'hésite pas. Hein. Si c'est pas clair, faut le dire. Pas de souci. Pas de souci, c'est cool. donc voilà, et là, donc ça c'était la partie réglementaire et la partie donc il y avait cette partie-là réglementaire dans ce poste-là, il y avait la partie rédaction des revenus annuels produits parce que voilà, ils avaient besoin de quelqu'un pour aider à ce niveau-là, mais ils n'avaient personne d'autre. Voilà, bon, ils t'ont pris comme ça. Ils se sont dit, ils vont peut-être se faire chiant alimentaire, on va lui rajouter ça. Voilà, tiens. Et puis il y avait la partie projet, Q-projet, où ils avaient besoin d'un représentant qualité pour les projets, c'est-à-dire que les chefs de projet puissent avoir un représentant qualité qui finalement rassemble toutes les informations d'un point de vue qualité, qui redéploie dans les différents services assurance qualité. Donc c'est une interface, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui fait... Comme un chef de projet qualité. Ouais. Ah ben ça c'est intéressant ça, parce que ça c'est pas des choses qu'il y a forcément dans toutes les boîtes. Ouais. Enfin c'est vrai, donc en gros c'est quelqu'un qui fait partie de l'équipe de projet, je reformule exprès, qui fait partie de l'équipe projet au sein d'un transfert par exemple, c'est ça. Uniquement pour les aspects qualité, c'est ça. Et qui va faire le lien de com et en permanence entre le projet et où on en est des phases de déploiement du projet et la routine qui doit être un peu au courant de ce qui va lui arriver dans l'usine. Quoi. Donc voilà par exemple. Non mais ça c'est pas mal, c'est pas partout ça. C'est moi qui faisais toutes les téléconférences avec les clients et puis le chef de projet et sur par exemple les cahiers des charges ou sur j'en sais rien la stratégie de qualification, validation, etc. Et après, je remonte les infos. Alors, quand il y avait des trucs un peu trop spécifiques, c'est bien sûr le responsable qualification validation qui allait. Aussi, les points spécifiques sécu, enfin, contrôle qualité, tu avais le responsable qualité
contrôle qualité qu'il y allait, mais voilà, j'étais plus on va dire un petit chef de projet qualité qui faisait les comptes rendus de réunion, qui redispatchait les responsabilités, qui regardait les points bloquants, qui redonnait les infos au chef de projet pour qu'il sache un peu que le chef de projet n'ait pas 50 personnes à aller chercher en qualité pour avoir. C'était le single point of contact, le SPOC de la qualité, quoi. C'est exactement ça. Ouais. Donc voilà. Et donc ensuite, il y a eu toute une réorganisation qualité sur le site. On a refait les rôles et responsabilités des différents services. On a créé des nouveaux pôles. Et on m'a proposé le poste d'assurance qualité système, avec qui je travaillais énormément quand j'étais en réglementaire. J'étais beaucoup en binôme avec cette personne-là, puisque le système et réglementaire, ils sont quand même très proches. Du coup, en plus, cette personne faisait aussi le fournisseur, donc partait beaucoup en audit, était souvent sur les audits clients, les audits fournisseurs, etc. Donc, il n'était pas souvent là. Et donc, j'étais souvent en backup, je manageais son service, je signais à sa place pour certains docs. Donc, échange de bons procédés. Voilà, donc du coup, je faisais beaucoup son backup sur pas mal de choses. Alors quand on parle de système aussi, quand on dit AQ système, c'est essentiellement tous les systèmes qualité. C'est ça. Parce qu'on n'a pas forcément fait de live dessus et on n'a pas forcément beaucoup discuté de l'AQ en général, on n'a pas beaucoup parlé, mais du système au sens où là on va dire que tu es un peu la responsable d'une des audits, parce que en tant que sous-traitant, tu vas faire beaucoup d'audits et donc tu vas présenter les systèmes qualité aux différents clients sous leur meilleur jour pour être sûr de ne pas avoir jamais d'écart et que tout se passe bien. Et aussi, tu gères aussi les systèmes qualité au sens le processus, les systèmes en tant que processus, par exemple le processus CAPA, le processus change control dans ton cas. Alors c'est pas forcément le cas dans toutes les usines, mais et donc tu as tes AQ des systèmes qualité qui sont la structure de base des systèmes qualité de l'usine, des systèmes opérationnels. Et dans le temps, le système avait aussi le fournisseur, toute la partie fournisseur aussi dedans, donc ça faisait beaucoup trop, donc ils ont tout dispatché. Ils m'ont proposé juste la partie fournisseur, la partie assurance qualité système. Que j'ai du coup accepté, mais j'ai souhaité garder le réglementaire. La partie réglementaire. Donc j'ai enlevé tout ce qui était projet, qui a fait partie d'un autre pôle, et j'ai pris tout ce qui était système et réglementaire. Donc après ces 53 vies, tu te retrouves à gérer quand même du réglementaire. C'est ça. Donc et là, on en est là. J'ai oublié de dire que quand j'ai pris le poste d'ailleurs de responsable assurance qualité réglementaire, forcément j'avais pas de compétences en réglementaire. Donc ça a été négocié à l'embauche qu'il me paye des formations. Des formations, etc. Pour que tu aies un peu... Donc j'ai eu deux formations. La première année et puis la deuxième année, j'ai eu 2 formations d'affilée en affaires réglementaires pour avoir vraiment les bases de qu'est-ce qu'un dossier réglementaire, comment on le construit, qu'est-ce que ça inclut. Tout un dossier Europe, et après j'avais une autre formation pour les autres pays hors Europe, comment c'est aussi, parce que c'est aussi particulier, c'est pas l'Europe. Donc voilà, donc j'ai eu des formations qui ont complété du coup forcément qui permettaient d'être au beau poste en fait. Sinon, c'est intéressant ça, parce que c'est le processus est intéressant au sens où tu as évolué comme ça, alors partant de c'est plein de vies différentes quoi. Mais à un moment donné, tu as quand même aussi été dans un poste où tu n'avais pas forcément toutes les compétences requises. Tu avais, on va dire, les compétences techniques, parce que tu avais le bagage, tu avais l'expérience de beaucoup d'autres choses qui font que tu avais la maturité suffisante pour prendre le poste. Mais des fois, il faut des petites connaissances techniques qui s'apprennent pas, qui s'inventent pas, entre guillemets. Donc ça peut être intéressant d'avoir des formations. Je pense qu'ils ont dû peser le pour et le contre. Et en fait, entre quelqu'un qui connaissait beaucoup l'élémentaire, mais qui connaissait rien du site et des process et des clients, et qui ne savait pas forcément gérer peut-être un portefeuille de produits ou de clients, ils ont préféré peut-être quelqu'un qui connaissait déjà les 3/4 du site. Et complété par le réglementaire. Complété par les formations, parce que c'était plus facile dans le sens où en pharma on ne rédige pas, donc je précise, on ne rédige pas les dossiers réglementaires. Toi tu ne le rédiges pas parce que tu es en sous-traitance, mais il y en a qui le font. Dans le poste que j'avais, je ne rédigeais pas. Peut-être que s'il avait fallu rédiger, par exemple en chimie quand ils rédigent leur dossier pour les API, là, il faut quand même quelqu'un qui a des compétences de rédaction de dossiers réglementaires et qui a une formation réglementaire. Donc, voilà, c'est aussi ça. Ça dépend aussi le poste en réglementaire. Exactement. Pour nous, c'était plus facile dans le sens où j'avais besoin de juste entre guillemets, les compétences d'un dossier, d'être formé sur la structure d'un dossier. Et j'avais pas besoin d'être formé à la rédaction d'un dossier. Quand même plus... Alors, il y a un commentaire que je vais transformer en question de la part de Legrand Kevin qui dit les affaires réglementaires, c'est une nouvelle langue et une nouvelle culture. Du coup, pour essayer de ne pas être trop chiant sur qu'est-ce qu'il y a dans un dossier d'AMM, je vais te demander, est-ce que toi tu as considéré que c'était comment tu as appréhendé le truc, c'est-à-dire la nouvelle langue, la nouvelle culture,
ou est-ce que tu te dis non, c'est simple. Et puis après, dans les interactions que tu as maintenant dans ce poste-là, en tant que, encore une fois, accus réglementaire sur un site de sous-traitance où tu ne génères pas toi les dossiers, avec qui tu as des interactions? Tu parlais du sécu tout à l'heure, tu parlais de la prod, tout ça, comment ça fonctionne? Donc, pour la structure du dossier, en effet, moi ça m'a pas fait peur parce que je pense que j'ai l'habitude quand on est docteur, on lit beaucoup de publications en thèse et ça, il y a beaucoup de publications, on lit beaucoup d'articles, on fait beaucoup de recherches bibliographiques, on a l'habitude de générer quand même, de lire beaucoup, de générer beaucoup de documents, d'être beaucoup aussi sur différents process, pour étudier les process. Donc, bon, ça me faisait vraiment pas peur. Tu t'es vite adapté au langage, entre guillemets, du réglementaire, ou à la culture réglementaire. Oui, ça a été. C'est pas ça qui m'a fait. D'accord. Non, parce que pour en avoir parlé avec une personne qui est dans le chat, pas plus tard qu'il y a quelques heures, ce qu'on s'est dit aussi, c'est que moi le premier, des fois la terminologie du réglementaire ou la façon dont les réglementaires qui sont, je ne vais pas dire dans leur monde parce que ce serait un peu péjoratif, mais très câblés réglementaires, et la façon de parler à des opérationnels en face, des fois, entre guillemets, la traduction, c'est pour ça que je reprenais la question, le commentaire de le grand Kevin, c'est une langue et une culture. Et pour moi, il y a quand même une sorte de traduction à faire entre quelqu'un qui est réglementaire, qui sait ce qu'on doit mettre dans un dossier. Un dossier réglementaire, c'est quand même très très hiérarchisé, cadré, avec des termes précis. Et faire la traduction en langage courant, opérationnel, de gens qui ont une charlotte sur la tête, c'est pas forcément facile, quoi. En fait, j'allais dire, si un dossier est bien conçu, il ne doit pas avoir pas trop de détails. Donc du coup, on va dire, il faut partir du principe que tout ce qui n'est pas écrit, du coup, c'est liberté pour l'industrie. Donc c'est comme ça que je l'ai vu, en fait. Du coup, il y a certains dossiers qui sont quand même très simples à lire, puisque c'est très light. Il y a très peu d'informations et le strict minimum, les plus importantes, on va dire. Donc un dossier qui est bien conçu, il rentre pas trop dans le détail, et donc du coup tu as quand même beaucoup plus de liberté, du coup tu sais que c'est moins restrictif, et du coup c'est facile entre guillemets, la production elle peut faire plus de choses, elle a beaucoup de marge de manœuvre. Alors, ça veut dire que quand tu dis qu'il y a un bon dossier, c'est un dossier où il n'y a pas trop de détails, ça veut dire qu'en gros, moi je veux déposer un dossier, c'est un peu structuré, mais je peux un peu déposer ce que je veux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Je peux en déposer un peu plus, un peu moins, un peu plus, je vous le laisse. Il faut trouver le juste milieu. C'est-à-dire que c'est là que c'est difficile. Il faut trouver le juste milieu entre déposer quand même assez d'informations pour pouvoir être accepté rapidement. Parce qu'il faut quand même... Il y a des requis quand même. Si je dépose un truc avec 3 lignes, ça peut marcher. C'est clair. Donc, il faut quand même que les autorités, quand ils lisent ton dossier, ils comprennent vers où tu veux en venir, ils comprennent ton process, ce que ça engendre derrière, les complications que ça prend derrière, etc. Donc il faut quand même avoir assez de détails pour les rassurer, et en même temps pas trop en mettre pour pas bloquer l'industriel. C'est ça la difficulté en fait, c'est vraiment trouver ce juste milieu, et c'est pas toujours évident. Pourquoi tu dis pour pas bloquer l'industriel? Parce que moi je dépose tout le détail de tout au nom de l'opérateur. C'est ça. Et le problème c'est qu'après il n'y a plus de marge de manœuvre, donc dès que la production elle veut changer un petit truc et qu'elle fait donc son petit change control pour changer un truc, et là moi je bloque tout en disant non, le change control tu feras rien du tout en fait. Parce que le nom de l'opérateur il est déposé maintenant. Voilà, tout est déposé. C'est pas possible de changer. Parce qu'en fait on pourrait changer, mais si on change, ça veut dire que le client doit payer. Parce qu'en fait, dès que tu fais on va appeler ça une variation, mais c'est une modification du dossier, ça se paye. Et donc les clients, ils ne veulent pas forcément payer. Il aimerait bien que son dossier... Et ça prend du temps aussi. Oui, en plus de prendre du temps, ça coûte de l'argent. Ah ouais. Et ça a des chances de ne pas être accepté aussi. Et donc, voilà, c'est pas forcément accepté. Donc pour le coup, si on peut éviter un maximum les modifications, le client, en tout cas les modifications majeures, on va dire, il est plus dans cette optique-là, le client. Donc, on va essayer d'aller dans ce sens-là. Donc tu as des figures imposées quand même. Je peux pas... Il y a des choses, je peux pas ne pas les déposer. Non, c'est ça. Il y a quand même des bases. Qu'est-ce qu'on a en gros dans un dossier d'AMM? Les grandes bases. Donc, si demain je veux faire ce médicament café belge et que je veux déposer l'AMM, qu'est-ce que je devrais mettre dedans? Donc il y a plusieurs parties dans un dossier d'AMM. La partie qui va vraiment intéresser l'industriel, ça va être ce qu'on appelle le module 3. Enfin, c'est la partie vraiment qualité, production, etc. Ah oui, excuse-moi, juste, attends.
Je te coupe, mais parce que c'est pour. Je me dis que si je suis en face, je ne veux pas comprendre. Le module. Marina, elle parle de la partie prod pure. C'est-à-dire que dans un dossier d'AMM, on ne va pas parler aujourd'hui des études précliniques sur sur les singes ou les chiens, tout ça. Ouais, mais toi, tu t'en occupes moins quand même. Ah non, moi, j'en occupe pas du tout. Mais c'est dans le dossier d'AMM aussi. On va pas parler des essais cliniques, de phase 1, 2, 3, etc., qui sont aussi partie du dossier d'AMM, etc., etc. Là, on va se focaliser sur la partie industrielle, c'est-à-dire comment le médicament il est fabriqué. Est-ce qu'il est bon pour la santé, est-ce qu'il est remboursé ou pas, ou enfin, toute la partie... ça c'est autre chose. Voilà. Ça fait partie du dossier, mais... Il y a toute la partie en effet administrative, toute la partie clinique, préclinique. Voilà. Et ça, tu te poses pas ces questions-là, toi, dans ton poste, entre guillemets. Voilà. Nous, quand ça arrive à notre niveau de sous-traitance, c'est pour mettre en industrialisation, donc, voilà. Ou même en phase clinique, peu importe, mais bon, c'est principalement la... Mais t'es déjà sûr que le médoc il marche et que, en tout cas, ça vaut le coup de le fabriquer, quoi, je veux dire. Donc le module 3, c'est comment le fabriquer. Le module 3, c'est celui-là, c'est celui qui va nous intéresser et c'est celui qui va résumer, donc pour un principe actif, ça va être la même structure, que ce soit un principe actif ou si vous fabriquez par exemple un médicament. On va avoir toute la partie production avec aussi, enfin je l'appelle nomenclature, mais en gros tout ce qui rentre, on va résumer un peu la recette, tout ce qui rentre dans le produit. Ouais, il faut vulgariser, parce que sinon c'est impossible. Mais oui, carrément. On va avoir plein de questions qui vont dire t'as oublié ça et tout, c'est sûr. Mais voilà, donc, on veut essayer de vulgariser. Donc on va avoir toute la recette finalement, qu'est-ce qui rentre dedans, dans ton médicament, les excipients, tes principes actifs, etc. Ouais. Les quantités, comment comment tu fais ton médicament, ta recette. Ensuite on va avoir donc la partie production qu'on va détailler avec ton process, ton flow, enfin avec tu as les différentes étapes d'IPC, de Processing Control, enfin savoir tous tes prélèvements, tous tes contrôles en cours de production, ça c'est tes paramètres critiques de production, tout ce que tu as validé, quels sont tous tes paramètres de production, tout ce que tu as validé, là il faut le mettre aussi. Qui te permet de démontrer que le process il est reproductible. Exactement. On fera un live sur la validation aussi, on a de quoi faire. Plein de choses à faire. Et donc voilà, et puis après on va déposer aussi toute la partie contrôle, donc la partie contrôle analytique, donc tous tes contrôles, ce qu'on appelle les spécifications, c'est tous les tests finalement que tu fais sur tes excipients, sur toute la partie sur ton principe actif, donc en plus des tests, il faut après déposer aussi les méthodes analytiques, donc les méthodes qui permettent d'analyser ces médicaments, ces matières, ces excipients, etc. Donc on dépose ça, autant pour tout ce qui rentre que pour le médicament, après fini. On va déposer aussi les conditionnements primaires, donc quels sont tes conditionnements primaires, donc pareil, ton flacon, un flacon tel quoi, il sera un etc. Donc pareil, là aussi c'est assez particulier, si on dépose trop, par exemple si on dit c'est tel fournisseur de tel flacon, avec tel diamètre, etc., pareil on est bloqué, alors que si c'est tel flacon ou équivalent, on peut peut-être changer de fournisseur plus facilement, etc. On ne modifie pas le dossier alimentaire quand on change de fournisseur. Oui, parce que ce qu'on n'a pas dit, qui est une règle de base, mais qui est peut-être pas si évident que ça, c'est que tout ce qui est écrit dans un dossier réglementaire, ça doit être suivi, entre guillemets, à la lettre, quoi, à la virgule près. D'où ta remarque de début de dire faut en mettre suffisamment pour que le dossier soit accepté, parce qu'il faut qu'il soit compréhensible. Mais si on en met trop, c'est ça. C'est pas on le fait si on a envie et puis on peut changer machin, non, c'est-à-dire que si c'est écrit, c'est gravé dans le marbre, ça fait partie du process, ça fait partie du ton fournisseur d'articles primaires, et si tu veux en changer, ça veut dire qu'il faut aller prévenir l'autorité de tutelle, parce que les AMM, on l'a pas dit non plus, mais les AMM, c'est qui les donne, c'est pas moi. Qu'est-ce qui t'autorise l'AMM? C'est les autorités des différents pays. Voilà. Donc des différents pays, Europe, reste du monde, Amérique, etc. Et donc sous-entendu que si on veut changer quelque chose, ça veut dire, ça rebondit avec ce que dit Malek, c'est-à-dire que on a cette fameuse modification, cette variation qui peut être plus ou moins importante en fonction de ce qu'on veut changer, et ça va prendre de l'argent pour les clients ou pour ceux qui le font, ou aussi du temps. Et l'évaluation qui peut être faite par les autorités, elle peut prendre plus ou moins de temps. C'est ça. Elle peut prendre plus ou moins de temps s'il y a des questions, parce que ça peut passer du premier coup si on fait une modification, qu'on a tout bien mis propre, mais ils peuvent aussi poser des questions auxquelles il faudra répondre, auxquelles ils auront peut-être des questions. Exactement. Et donc ce que dit Malek, ce qui est vrai aussi, c'est la notion de temps d'évaluation. Elle peut faire peur aussi aux titulaires d'AMM, parce que ça peut te bloquer ton business à un moment donné. Si c'est sur un chemin critique et que tu dis je peux plus produire parce que
j'ai changé des choses et en gros, mon autorisation de mise sur le marché, elle est plus en phase avec mon process, ben, on peut arrêter une usine, clairement. Oui. Donc, c'est-à-dire, voilà, c'est entre guillemets pas à prendre à la légère un dossier d'AMM, ça reste vraiment le... Mais en même temps, il faut y faire très attention, parce que comme tu disais, si un dossier d'AMM est mal rédigé, je dirais mal rédigé à but de langage, mais juste trop d'informations, et ben là on est bloqué. Ouais. Là les industriels, les producteurs, ils peuvent rien faire, ils sont complètement bloqués, ou alors ils forcent la main et du coup on est en écart par rapport au dossier d'AMM et ça peut vite être problématique, autant pour l'un comme pour l'autre. Ouais, carrément. Des deux côtés. Hein, donc, Alors comment toi c'est pas une question piège, mais comment toi du coup tu essayes d'orienter tes clients ou de conseiller tes clients sur ce qu'ils veulent déposer ou pas? Comment ça se passe quand tu as un client qui veut déposer un dossier nouveau ou une variation? On va essayer justement de lui apporter cette expertise à force de voir plusieurs dossiers, parce qu'on a tellement de clients, on a plein de cas différents. On va avoir en effet le client qui dépose pas grand chose, donc tant mieux, mais c'est des très vieux dossiers. On a des choses où ils déposent trop de choses et on a été bloqué après. Donc du coup, de par nos expériences, de ce qu'on a vu, on essaye de leur dire ça on va éviter de trop le déposer. On sait que ça passe même sur des clients qui n'ont pas déposé cette information. Oui, donc autant pas le mettre entre guillemets parce que ça va être plus. Donc on essaye un peu de les orienter. Après, ça dépend des autorités, quoi. Il y a Millilitre75 qui nous demande si on a encore le droit d'écrire ou équivalent. Je pense que ça dépend sur quoi. Oui. Alors ça, c'était une espèce de feinte de dossier d'AMM d'il y a quelques années où on disait on valide le process ou avec tel ou tel équipement, composant, je sais pas quoi, ou équivalent. Ça veut dire tout et rien. Oui, je l'ai déjà vu. Après, je le vois plus pour exemple les colonnes en méthode. Les méthodes pour les méthodes analytiques, quelque chose qui est ou équivalent. On le voit encore. Je l'ai déjà vu aussi pour les fournisseurs, enfin pour tout ce qui est flacons, etc. On dit on veut flacon de type machin, etc. Voilà, donc c'est quand même, il y a quand même un guide qui te dit faut quand même prendre, ça rentre là-dedans. Ouais. Pour moi, le ou équivalent, honnêtement, c'est la roublardise du réglementaire. C'est-à-dire que je veux donner suffisamment d'infos ou je fais croire que j'en donne suffisamment, puis en fait, je casse tout le truc en disant ouais, mais en fait, je peux faire carrément autre chose, et puis carrément autre chose, et puis en fait, c'est pas grave, ça marchera quand même. Et puis si ça passe auprès de l'agence ou des agences, on dira on peut roublardiser. Je le prends plus dans le sens où on veut utiliser le même type d'équipement, qui ait les mêmes propriétés, tout pareil, mais ça se trouve c'est une autre marque, ça se trouve c'est surtout quand on ne veut pas déposer des marques, on ne veut pas déposer des fournisseurs, on ne veut pas déposer des noms, des choses comme ça. On dit si demain on change, imaginons de ligne, mais que tout est exactement pareil sans rien changer, on va peut-être pas faire la même variation que si tu changes tout, tu vois, il y a peut-être... Alors oui, c'est intéressant parce que si on prenait un exemple pareil tout à l'heure avec la même personne qui se reconnaîtrait, avec qui je discutais tout à l'heure, on disait entre déposer une technologie par exemple sur du remplissage stérile où on va avoir une technologie d'une remplisseuse sans déposer la marque, etc. Et si on passe d'une autre ligne qui a la même technologie, mais elle a 10 ans de moins parce qu'on évolue et on a une machine plus moderne, ce sera peut-être plus simple en termes de variation que si on dépose la marque, la référence, le nombre d'injecteurs pour remplir les flacons et tout le détail. Donc il faut trouver cet équilibre, quoi. Oui, après, j'allais dire, des fois, quand on change de ligne, de toute façon, c'est une variation majeure. Dans tous les cas, je crois que ça change un peu. Ça peut, bon. Enfin bon, on a compris l'idée. Mais l'idée, elle est quand même partie. D'en mettre le moins possible, mais suffisamment pour que ça passe. Il faut quand même le juste milieu. Mais en fait, ça dépend des autorités. C'est ça le problème, c'est qu'on a certaines autorités qui vont être plus exigeantes que d'autres. On voit avec les US, par exemple, vont demander beaucoup plus d'informations que l'Europe ou d'autres pays. Donc, du coup, alors, on va en gros, tu dis l'Europe, bloqué. Ça veut dire qu'on a des pays, tous les pays ne déposent pas de dossier d'AMM. C'est-à-dire que j'ai pas un dossier d'AMM en Allemagne, en France, si on parle de l'Europe. Ça dépend de la stratégie réglementaire. Tu peux avoir des stratégies réglementaires où ils font ce qu'on appelle des dossiers centralisés. Ouais. Plusieurs pays, toute l'Europe par exemple, c'est centralisé. Tu as un dossier centralisé pour tout le monde, donc tu as un dossier d'AMM. Et après, qui peut être en France ou dans un autre pays européen. Sinon, tu peux avoir des dossiers pas centralisés. Et donc là, tu es obligé de déposer dans chaque pays. Mais qui peuvent être différents. Tu peux faire des dossiers différents. On a le cas de certains produits où j'ai un dossier différent dans chaque pays. Le gros, il est quand même à peu près équivalent, non ?
Alors, ça dépend des pays. On va avoir peut-être 3-4 pays qui peuvent être similaires parce que c'est un dossier un peu plus récent. Et puis, il y a des vieux dossiers pour la France, ou je ne sais plus quel pays, peu importe, ça peut être la France, hein, où les dossiers sont plus vieux. Ils ont été déposés peut-être tout en premier et donc sont du coup avec beaucoup plus de différences par rapport au plus récent qui va être peut-être avec moins d'informations sur certains pays, puis d'autres beaucoup plus restrictifs parce que... Oui, parce que sous-entendu, le dossier, tant qu'on n'y touche pas, entre guillemets, il est toujours autorisé. C'est un peu aussi là, c'est-à-dire qu'il y a des dossiers, et je pense que ça fait partie un peu de ce qu'on disait tout à l'heure avec Malek, par exemple, le temps d'évaluation, c'est-à-dire qu'un dossier qui a 30 ans, si on n'y a pas touché, en théorie, on a toujours le droit de fabriquer de la même manière. Oui, alors après... Je sais pas si je force un peu, mais... Oui, c'est un peu ça. Après, ils ont forcé un peu, là, dernièrement, à ce que des chats, ils passent en électronique, ce qu'on appelle les ICTD. Les dossiers électroniques. Voilà, donc ils essayent de leur demander de resoumettre un peu de façon électronique, donc qu'il n'y ait plus de papier, donc des vieux dossiers papier. Mais j'en connais encore un petit peu, quoi. Ça marche. Bon, on va